Pour ce quatrième épisode, donc sur le thème, toujours le même, de la bombe atomique et les débuts de la guerre froide. Je vais d'abord reprendre des éléments principaux des trois premiers cours en essayant de mettre en parallèle les développements de la bombe atomique aux États-Unis et en URSS. J'insisterai plus particulièrement sur la bombe thermonucléaire, la bombe H, en revenant brièvement sur ses principes physiques et le contexte politique de sa réalisation dans les deux pays. Titre de cette première partie, début de la guerre froide, développement technique et choix politique. Une partie importante, la plus importante de l'exposé, enfin en longueur, sera ensuite consacrée aux deux physiciens souvent considérés comme les pères de la bombe H, Edward Teller aux États-Unis et Andreï Sakharov en URSS. En m'appuyant sur leurs mémoires, publiées à la fin de leur vie, j'essaierai d'évoquer leurs engagements scientifiques et politiques au début de la guerre froide. Titre de cette deuxième partie, deux physiciens nucléaires emblématiques, Edward Teller, USA, et Andreï Sakharov, URSS. Alors commençons par un peu, alors très peu de physique, mais quand même un petit peu de physique. C'est un bref rappel des trois épisodes précédents sur la bombe A et la bombe H pour comprendre ce que Teller et Sakharov vont dire. Alors, je prends brièvement. La matière est constituée d'atomes. Chaque atome a en son centre un noyau qui contient l'essentiel de la masse de l'atome. Le noyau est composé de deux constituants de masse voisine, les protons et les neutrons. Le nombre de protons, c'est celui qui détermine la nature de l'élément chimique. Conventionnellement, chaque élément s'écrit avec un symbole auquel on ajoute en bas à gauche son nombre de protons, Z, et en haut à gauche, alors c'est son nombre total de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. Ce nombre est donc la somme des deux et il peut varier pour le même élément. Le nombre de protons pour un élément est donné, le nombre de neutrons peut varier. Quelques exemples importants pour la bombe atomique. L'hydrogène, symbole H. Le plus léger des noyaux, un proton. C'est le plus courant. Mais il existe d'autres hydrogènes, un proton, un neutron. L'hydrogène 2, qu'on appelle le deutérium, et encore un autre hydrogène, un proton, deux neutrons, ça fait 3, c'est l'hydrogène 3, c'est le tritium. Dans la nature, il y a 92 éléments, depuis l'hydrogène jusqu'à l'uranium. Alors l'uranium, il a donc 92 protons, tous les uraniums ont 92 protons. Il en existe essentiellement deux, l'uranium 235 et l'uranium 238. Donc c'est 143 neutrons, 146 neutrons. L'uranium 235, c'est le moins courant, 0,7%. Pratiquement tout l'uranium de la nature, c'est l'uranium 238. Mais c'est le plus important pour les bombes atomiques. Artificiellement, on peut créer d'autres éléments, comme le plutonium, plutonium 239. Plutonium, il n'existe pas dans la nature, sauf à l'état de quelques traces. 94 protons, il est au-delà de l'uranium, et il a, comme il est 230, il y a plusieurs plutoniums, mais celui qui intéresse les bombes, c'est le 239 nucléon. Alors l'uranium 235 et le plutonium 239 sont les composants des bombes atomiques. En dehors des phénomènes de radioactivité naturelle qui ne concernent que quelques éléments, les noyaux dans la nature sont extrêmement stables. C'est une courbe, c'est la seule que je vais présenter, c'est une courbe, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre ce qu'on appelle l'énergie de liaison d'un nucléon en fonction du nombre de nucléons. C'est-à-dire, vous commencez à l'hydrogène, vous allez jusqu'à l'uranium en bas, jusqu'au bout. L'énergie de liaison, ça veut dire c'est l'énergie qu'il faudrait donner à un proton ou à un neutron, c'est presque la même, pour l'arracher du noyau. Si je veux enlever un proton, bon, ça ne se fait pas comme ça, mais si je voulais enlever un proton ou un neutron du noyau, il faudrait que je lui donne une énergie qui corresponde à cette courbe-là. Alors c'est une énergie qui est exprimée en MeV. Le MeV, c'est une unité d'énergie qui est bien adaptée au milieu qu'on regarde, peu importe c'est l'énergie. Ce qu'il faut remarquer de cette courbe, ce qu'on remarque immédiatement, c'est facile à voir, elle n'est pas plate. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, elle n'est pas plate. Vous voyez, elle penche à gauche et elle penche à droite. Ça veut dire que du côté des noyaux lourds, par là, et du côté des noyaux légers, eh bien, il y a un peu moins de liaison. Donc, si on arrive à faire quelque chose sur ces noyaux-là, on va peut-être pouvoir récupérer de l'énergie.
Prenons l'uranium. L'uranium est complètement à droite. Prenons du 235. Imaginons qu'on le casse. C'est pas facile, mais imaginons qu'on le casse en deux parties. Bon, en général, il se casse en deux parties pas égales. On obtient deux morceaux. Et vous voyez que les morceaux, ils sont moins liés que l'uranium lui-même. On récupère de l'énergie. C'est l'énergie dite de fission. Et il faut savoir que cette énergie-là, vous pouvez même faire ici un petit calcul très simple. Vous prenez 235 multiplié par les petites différences, 0,7 par exemple, vous allez comme ça du premier coup obtenir à peu près 160 MeV. Vous allez me dire c'est quoi 160 MeV? C'est 20 fois l'énergie de liaison d'un nucléon. C'est 20 fois. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. C'est comme si on arrachait 20 nucléons. Eh bien, c'est un phénomène, la fission, inimaginable. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été imaginé, même par des gens comme Fermi, qui travaillaient sur ce genre de sujet, avant la découverte expérimentale. Alors, dans cette cassure, il y a aussi quelque chose d'important. Bon, c'est pas trop de physique, mais il y a émission de neutrons. Bon, il y a émission de quelques neutrons. Alors ça, c'est important, parce que ces quelques neutrons vont taper sur d'autres uraniums, vont pouvoir faire la fission de l'uranium, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Eh bien ça, c'est le principe de la bomba. La bomba, c'est composé, je simplifie beaucoup, mais c'est composé d'uranium-235 ou de plutonium-239, et puis la fission est entretenue par une réaction en chaîne. Réaction en chaîne violente qui se développe. Alors revenons sur la courbe. La même courbe toujours. Mais maintenant, regardons à gauche. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour récupérer de l'énergie? Eh bien, imaginons toujours que vous réalisez ce qu'on appelle la fusion cette fois-ci. Vous prenez l'hydrogène 2 et l'hydrogène 3, c'est-à-dire le deutérium et le tritium. Vous imaginez toujours qu'on puisse les mettre ensemble. On fait de la physique théorique là. On imagine qu'on les met ensemble. Vous voyez, ça fait une réaction nucléaire. Ça donne, c'est facile, un proton plus un proton, ça fait deux protons. C'est donc le suivant dans la classification, c'est de l'hélium. D'accord ? 3 et 2, ça fait 5. Vous voyez, je fais des choses compliquées du point de vue théorique. 3 et 2, ça fait 5. Donc vous obtenez de l'hélium 5. Sauf que l'hélium 5, c'est pas très stable. Ça, c'est des propriétés de la matière. Donc l'hélium 5, comme il n'est pas très stable, eh bien en fait, dans ce type de réaction, vous mettez deutérium plus tritium, vous obtenez une particule alpha et un neutron. Voilà. Ça va ? Voilà, je ne vais pas aller plus loin en physique. Eh bien ça, si vous voulez, c'est la fusion. Et cette fusion, elle dégage de l'énergie parce que vous obtenez vous partez, à chaque fois que vous remontez vers le haut de la courbe, vous gagnez de l'énergie. Vous dégagez de l'énergie. Donc si vous mettez ces deux-là ensemble, vous obtenez de l'hélium et vous récupérez de l'énergie de fusion. On peut faire le calcul, ça va donner à peu près 17 MeV, 2 fois l'énergie de liaison. Alors là, je vous l'ai fait de manière arithmétique. Si on fait de la belle physique, on applique, je vous l'avais fait dans les cours, on prend E égale MC2, et puis on applique la belle formule d'Einstein, et on trouve la même chose. C'est-à-dire transformation de la masse en énergie. Mais bon, ça fait plus moderne, c'est mieux, mais on peut le voir, vous voyez déjà. Alors, cette courbe que je vous présente ici, elle était connue dans le milieu des années 30. Celle-là, on la trouve, je crois que celle-là, je l'ai sortie du cours de Hans Bethe de 1935. Donc c'est connu, mais on ne sait pas réaliser la fission, on va la découvrir. Voilà, alors, on a vu la bomba. Maintenant, on peut améliorer la bomba en faisant une bomba dite boostée, c'est-à-dire que si à la fission, la bomba, vous ajoutez un peu de fusion à l'intérieur, c'est-à-dire de l'hélium, du tritium, etc., eh bien, vous pouvez augmenter la puissance de cette bombe par le phénomène de fusion qui va s'ajouter à la fission. Et vous augmentez encore la fission puisqu'il y a des neutrons qui sont libérés, etc. Donc vous faites une bomba plus puissante. Mais il y a des petits problèmes qui se posent parce que l'hydrogène, comme vous le savez, c'est gazeux. C'est un gaz, l'hydrogène. Qu'il soit en deutérium ou en tritium, c'est un gaz. Donc c'est pas facile de rajouter des gaz. Donc, un autre combustible de fusion possible, c'est le deutérure de lithium, peu importe son nom, ça veut dire qu'il est composé de deutérium et de lithium. Alors le lithium, c'est quoi? C'est le troisième de la classification. Vous avez classification de Mendeleïev, ça commence hydrogène, hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, et ainsi de suite. Donc, c'est le troisième, donc c'est encore un léger. Eh bien lui, il a une propriété, il contient du deutérium, et s'il est bombardé par des neutrons,
particulier le lithium-6, s'il est bombardé par des neutrons, il va créer du tritium. Le tritium, c'est très difficile d'avoir du tritium. Là, on va créer in situ, c'est-à-dire que si vous mettez du deutérium de lithium dans votre bombe, quand il va y avoir une soupe de neutrons, comme ça, vous allez libérer du deutérium et du tritium et faire des fusions, etc. On avait vu ça un peu en détail dans un des cours. Ça, c'est le deuxième point important. Alors, vous retenez, on verra ça avec Sakharov. 1, 2. Pour faire la fusion, c'est pas facile. Pour faire la fusion, c'est pas facile parce que les noyaux, pourquoi c'est pas facile? Parce que si vous prenez du deutérium et du tritium, ils sont chargés positivement à cause de leurs neutrons. Donc, comment vous voulez les approcher pour qu'ils fusionnent, pour qu'ils s'approchent un peu près, à cause des forces nucléaires, c'est comme ça, eh bien, ils ne fusionnent pas facilement. D'accord? Par contre, si vous faites exploser une bombe A, vous créez une densité d'énergie et une densité de rayonnement telle qu'ils peuvent fusionner. Donc on ne sait pas faire de la fusion simplement, mais on sait faire de la fusion dans une bombe. Aujourd'hui, la fusion thermonucléaire contrôlée est encore un phénomène qui est encore en cours d'étude, ITER par exemple, ou ces choses-là. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux qu'une bombe à booster? Ben oui, ça c'est le principe qui est illustré ici. On sépare, alors c'est contre-intuitif, parce qu'on se dit, si je mets mes combustibles de fusion à l'intérieur d'une bombe, ça paraît plus simple. Eh bien non. Si on les sépare, alors vous voyez ce que vous voyez ici, c'est symbolisé, hein, c'est une bombe A, une bombe à fission, qui est en haut, et puis les combustibles de fusion, donc en l'occurrence le solide par exemple, c'est sur l'axe central ici. Donc vous voyez, ils sont physiquement séparés. Et puis, vous déclenchez la bombe A, c'est ce qu'on voit ici, c'est symbolisé. Et ce qui est important, c'est la figure de droite. Qu'est-ce qui se passe? Au début de l'explosion de la bombe A, ça va très vite, hein, c'est inférieur à 1 millionième de seconde, ce que je vous raconte là. Au début de la bombe A, il y a émission de rayonnement. Et le rayonnement, c'est comme la lumière, c'est très rapide. Donc, l'idée, c'est d'envoyer ce rayonnement, essentiellement du rayonnement X d'ailleurs, vers le combustible de fusion. Et là, vous réalisez donc la fusion thermonucléaire, donc on dit thermo parce que c'est un peu lié à la chaleur, mais c'est essentiellement le rayonnement. Et le rayonnement va amener, le rayonnement Zik, une compression. C'est assez compliqué comme phénomène physique, hein, c'est une compression par rayonnement des combustibles de fusion. Et si vous faites cette compression, eh bien vous allez créer de la fusion, c'est ce qu'on voit ici symboliquement, et hop, vous allez, alors là, cette fois-ci, obtenir une puissance très très forte due à la fusion. Et vous pouvez même aller plus loin, c'est-à-dire si vous mettez votre entourage en uranium, 238 ça suffit, vous allez encore augmenter cette bombe par de la fission. Vous voyez. Donc vous avez fission, fusion, et vous pouvez encore l'augmenter par de la fusion. Et là, on peut atteindre des puissances considérables, hein, dans les mégatonnes, c'est-à-dire millions de tonnes. Je vous rappelle, hein, l'énergie de base, pour avoir une idée de base, c'est Hiroshima. Hiroshima, on voit ce que c'est. Hein. Hiroshima, c'est un peu moins de... c'est 17 kilotonnes, disons 20. Nagasaki, c'était 20. Prenons 20 kilotonnes. 20 comme chiffre. Quand je dis mégatonnes, c'est 50 fois. Quand je dis 20 mégatonnes, c'est 1000 fois Hiroshima. Hein, c'est quand même des trucs complètement inimaginables qui vont être faits. Bon, on avait vu tout ça dans les cours précédents, c'est un rappel. Hein. Alors, après ce petit tour en physique, je vous propose un rappel de chronologie. Chronologie des principaux jalons, je ne vais pas revenir dans les détails, on avait fait ça dans 3 cours précédents. Alors des jalons, en mettant en parallèle USA, URSS. La fission de l'uranium a été découverte en Allemagne à la fin 1938 et publiée en janvier 1939. C'était l'essentiel du cours de l'an dernier. Dès le début 1939, la libération importante d'énergie et le processus de réaction en chaîne sont mis en évidence et compris dans tous les pays qui travaillent sur le sujet. Pendant la guerre, les États-Unis mettent en place, à l'automne 1942, un gigantesque projet de recherche et développement de l'arme atomique connu sous le nom de projet Manhattan. Après un premier essai réussi dans le désert du Nouveau-Mexique, en juillet 1945, 2 bombes atomiques sont utilisées le 6 et 9 août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. Après la guerre, le projet Manhattan laisse sa place à une organisation régie par l'Atomic Energy Act,
c'est-à-dire la loi sur l'énergie atomique, qui entre en vigueur le 1er janvier 1947. Des stocks commencent à être constitués avec des modèles de bombas, alors qu'ils sont renouvelés très très vite. Quant à l'URSS, partie droite, elle a engagé en août 1945 un programme nucléaire de forte priorité sous la direction de Beria. On avait vu ça la dernière fois, un proche de Staline. En 1946, la construction de centres nucléaires importants dédiés à la bombe atomique commence sur le sol russe. Le 29 août 1949, l'Union soviétique procède à son premier essai nucléaire dans le Kazakhstan. L'annonce de ce test est faite un peu plus tard par le président Truman, donc par les États-Unis. Elle n'est pas annoncée par l'URSS. Quelques mois plus tard, en janvier 1950, Truman relance le programme nucléaire américain et de superbombes, de bombes qui conduira à la bombe H, utilisant la fusion. Le 1er novembre 1952, les États-Unis réalisent une expérience test de bombe H sur un atoll de l'océan Pacifique. L'énergie dégagée est équivalente à un peu plus de 10 mégatonnes de TNT. 10 mégatonnes de TNT. Donc c'est 20 fois l'énergie de la plus grosse bombe qui a été testée en même temps, et 500 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Ce test utilisait, alors dans ce test, c'était pas une vraie bombe, ce test il utilisait du tritium à l'état liquide, parce que comme c'est gazeux, on peut le liquéfier, avec un système assez compliqué, deutérium, tritium, état liquide, ça veut dire refroidir à 20 degrés K. Donc ça faisait un dispositif de 80 tonnes, qui n'est pas une bombe, mais qui démontre que le processus en deux étages fonctionne. 1953, deuxième surprise en provenant de l'URSS, qui annonce le 8 août l'existence d'une bombe H soviétique. Le premier essai sera réalisé 4 jours plus tard, toujours dans le Kazakhstan, avec une puissance de 400 kilotonnes. Alors, cette bombe utilise la fusion, mais sans étages séparés. C'est une bombe boostée. Ce n'est pas une véritable bombe H, c'est une bombe à booster, mais ce premier essai faisait déjà usage, lui, d'un combustible solide en deutérure de lithium. Le 1er mars 1954, les États-Unis font un nouveau essai de test dans le Pacifique. L'engin est beaucoup plus compact, donc une bombe, bien qu'elle ne soit pas lâchée d'un avion, c'est combustible de fusion solide, principe à 2 étages. C'est potentiellement une bombe H transportable par avion, même si l'essai n'a pas été fait comme ça. La puissance est de 15 mégatonnes. C'est la plus grosse bombe américaine jamais testée par les États-Unis. Le 22 novembre 1955, l'Union soviétique effectue le premier essai d'une véritable bombe H à étage avec combustible de fusion solide. La puissance atteinte est de 1,6 mégatonnes, près de 100 fois Hiroshima quand même. C'est aussi la première bombe H. L'essai a été fait par une bombe H lâchée d'un avion. La course aux armements nucléaires est fortement engagée entre les États-Unis et l'URSS, qui a rattrapé une grande partie de son retard au milieu des années 50, au moins dans le domaine nucléaire. Des stocks d'armes de plus en plus importants sont constitués et renouvelés dans les deux pays. Alors je vous propose maintenant de regarder sous un autre angle, de regarder cette période d'émergence de la bombe atomique sous un angle différent. Celui des deux concepteurs de la bombe H, les plus emblématiques, ceux qui sont considérés souvent comme les pères de la bombe H, Edward Teller aux États-Unis et Andreï Sakharov en URSS. Alors, je vais m'appuyer sur leur mémoire, dont l'écriture est tardive. Souvent, l'écriture des mémoires est assez tardive, mais celle-là, elle est vraiment tardive. Sakharov les achève en mai 1989, 7 mois avant sa disparition, et Teller, en octobre 2000, il décédera 3 ans plus tard. L'écriture des mémoires, c'est un genre littéraire un peu particulier, c'est du croisement entre l'autobiographie et l'histoire, mais en suivant en général à peu près un ordre chronologique. L'auteur raconte sa propre vie, mais en axant son récit sur des faits historiques qu'il juge importants, faits historiques auxquels il a assisté, il prit part même en tant qu'acteur. On connaît bien les mémoires, Churchill, De Gaulle, etc. Quelquefois, il profite de l'occasion pour rappeler son action et privilégier son point de vue.
C'est un genre un peu particulier, et Teller et Sakharov sont conscients des limites du genre, comme ils l'écrivent dans leur introduction. Teller. Notre mémoire est sélective. Elle supprime certains événements et en magnifie d'autres. Juste le simple fait de se rappeler le passé affecte le souvenir de ce qui est advenu. Que certains de mes souvenirs ne soient pas la version acceptée des événements ne devrait pas surprendre. Sakharov. Ce livre n'est ni une confession, ni une œuvre littéraire, mais de libres souvenirs sur le monde scientifique, sur l'installation. Alors, c'est ainsi que Sakharov dénomme le grand centre nucléaire où il va longtemps travailler, de Sarov, Arzamas 16, on avait vu ça la dernière fois. Alors donc, sur l'installation, sur des dissidents, ou tout simplement sur ma vie. Fin de citation. Plus l'auteur est engagé, évidemment, plus difficile est de cerner l'objectivité historique. Certes. Mais je trouve plus intéressant son point de vue philosophique et politique. Commençons par Edward Teller, dont les mémoires sont sous-titrées « Un voyage du XXe siècle dans la science et la politique ». Elles sont écrites avec l'aide d'une physicienne, Judith Cholori, que Teller connaissait depuis longtemps et qui procéda à beaucoup de vérifications historiques, remises en forme d'anglais, etc. Néanmoins, la façon de s'exprimer, de raconter sa vie, reste bien, je trouve, celle d'Edward Teller, telle qu'on peut l'entendre dans les nombreux entretiens qu'il a donnés. Donc, si vous allez sur le web, vous pouvez entendre beaucoup d'entretiens d'Edward Teller, en anglais. J'ai privilégié les mémoires, mais aussi utilisé d'autres sources nombreuses. Elles sont très nombreuses pour Edward Teller sur le web, donc vous pouvez faire vérifier les mémoires avec des sources historiques. Edward Teller est né le 15 janvier 1908 à Budapest, dans une famille juive aisée. Son père était avocat et sa mère pianiste. On le voit ici avec sa sœur de 3 ans, son aînée, et sa mère. Alors sa mère, à la maison, parlait sa langue maternelle, qui était l'allemand. Son père préférait le hongrois, mais il parlait aussi couramment l'allemand. Edward Teller était bilingue, hongrois-allemand. À partir de 1915, il apprendra aussi un peu d'anglais avec une jeune fille au père hongroise élevée aux États-Unis et qui restera 7 ans dans la famille Teller. Il apprendra aussi le piano et jouera toute sa vie du piano. Quand vous lisez les mémoires de Teller, il revient sans cesse sur comment il transporte son piano, comment il a retrouvé un piano. C'est vraiment... Et on peut l'entendre d'ailleurs jouer du piano sur Internet. Donc, je ne sais pas si c'est un bon pianiste. Les pianistes pourront juger comment Teller joue du piano. C'est à la fin de sa vie. La défaite de l'Empire austro-hongrois, on est à Budapest, de 1918, va bousculer un peu cette enfance heureuse. À l'été 1919, la famille Teller s'exile pendant 8 mois en Roumanie, avant de revenir à Budapest. Édouard reprend ses études au lycée, dont il sort diplômé en 1925. Il était jeune, donc il passe 1 an à l'Institut de technologie de Budapest. Il part en 1926 en Allemagne, à l'Institut technique de Karlsruhe, puis au printemps 1928, à la célèbre université de Munich. Mais en juillet 1928, il est victime d'un grave accident de tramway et doit être amputé du pied droit. Il marchera avec une prothèse, ce qui ne se voit pas. Moi, j'ai eu la chance de croiser une fois Edward Teller, vieux, je croyais qu'il avait un problème, il avait toujours une canne, mais ça ne l'empêche pas de faire des randonnées, comme on le voit ici, il aimait beaucoup les randonnées. Il jouait au ping-pong contre Heisenberg, il l'a battu une fois, il était content, parce qu'Heisenberg était un très bon joueur de ping-pong, paraît-il. Donc moi je ne le savais pas, il perdait tout le temps contre Heisenberg. Bon. Après, alors une convalescence à Budapest, il retourne en Allemagne, mais il ne va pas à Munich, il va à Leipzig, justement dans le groupe d'Heisenberg, où il s'initie véritablement à la physique moderne. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, c'est les débuts de la mécanique quantique, au milieu des années 20. En janvier 1930, il obtient son doctorat de physique dans le domaine de la mécanique quantique. Il avait 22 ans. En 1930, Teller va à la célèbre université de Göttingen. Comme assistant de physique, il a trouvé un poste dans un laboratoire de basse température. Il va travailler sur les applications de la mécanique quantique et bénéficier de discussions très riches, tout particulièrement avec un des 2 grands physiciens qui étaient là, James Franck. Citation des mémoires.
Mes années en tant que jeune scientifique en Allemagne ont été les années les plus satisfaisantes de ma vie. Mais 1933, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, Teller était juif, même s'il n'était pas pratiquant, il était de famille juive. Il quitte l'Allemagne, il va brièvement en Angleterre, puis pendant un an, à la plaque tournante où on accueillait les émigrés scientifiques à l'époque, c'est-à-dire chez Niels Bohr à Copenhague. Niels Bohr est quelqu'un qui accueillait toutes les personnes qu'il pouvait accueillir, jusqu'à temps que son laboratoire s'applaint et qu'il leur trouve des places un peu partout. Et il va rester un an chez Niels Bohr. Ils s'entendent pas très bien avec Niels Bohr, ils n'accrochent pas. Alors que des gens comme Heisenberg, par exemple, accrochent énormément avec Niels Bohr. En février 1934, il retourne brièvement. Alors il y a toute une histoire à Budapest que je vous passe, parce qu'il avait une bourse, il ne pouvait pas se marier, mais enfin il se marie quand même, avec son ami de longue date, surnommé Mitzi. Elle restera toujours sa compagne. Mitzi, qui était aussi une scientifique, avait passé 2 ans de formation en mathématiques aux États-Unis. Une dizaine d'années plus tard, ils ont 2 enfants, un fils Paul en février 1943 et une fille Wendy en août 1946. En septembre 1934, les Teller s'installent à Londres avant d'émigrer aux États-Unis 1 an plus tard, sur recommandation de Georges Gamow. Alors Georges Gamow, c'est un physicien un peu particulier parce qu'il est un physicien soviétique émigré de fraîche date à Washington. C'est un physicien de très très haut niveau. Donc Teller commençait à être connu, donc il dit qu'il faudrait que Teller vienne aux États-Unis à l'université de Washington. Donc il est invité aux États-Unis, Teller, comme professeur de physique à l'université de Washington, où il y a déjà Gamow. Ils vont faire des travaux ensemble d'ailleurs. Alors je ne vais pas vous parler des travaux qu'ils font à l'époque, mais juste pour mentionner, c'est intéressant, le nom de Teller, et encore aujourd'hui, est connu dans la physique. Par exemple, ils ont fait avec Gamow ce qu'on appelle les transitions Gamow-Teller, qui sont des transitions dans le domaine du noyau atomique, qui sont des thèmes de recherche encore aujourd'hui. Il va laisser son nom, alors je vous donne des noms, la prédiction de l'effet Yann Teller, l'isotherme BET. BET, ça veut dire Brunner, Emmett, Teller. Donc au début des années 1940, Teller est un physicien reconnu dans différents domaines de la physique théorique et plus particulièrement de l'application, par exemple, de la mécanique quantique à des phénomènes physiques. Vous voyez, son domaine, c'est l'application, mais pas la phénoménologie, vraiment l'application de la théorie quantique aux phénomènes physiques. C'est un physicien. En mars 1941, Edward et Mitzi sont naturalisés citoyens américains. Quelques mois plus tard, ils quittent Washington pour New York et Chicago, où Teller va rejoindre les travaux sur la fission de l'énergie nucléaire, groupe de Fermi. À l'été 1942, Teller fait partie des 9 premiers physiciens réunis par Oppenheimer à Berkeley pour discuter de la bombe atomique. C'est les prémices du projet Manhattan qui va être engagé quelques mois plus tard. En mars 1943, Edward Teller fait partie des tout premiers scientifiques à s'installer sur le site en cours de construction à Los Alamos. Il est rejoint par Mitzi, on voit à gauche. Alors ça, c'est leur badge. Moi, ça m'amuse toujours, ces badges. Je ne sais pas si vous voyez qu'elle a un foulard. Aujourd'hui, faire une photo d'identité avec foulard poserait quelques problèmes. Mais à l'époque, je ne sais pas où ça venait, le général Groves, il avait fait une erreur dans son nom. C'était rayé à la main. Enfin, on était pressés à l'époque. Donc, Edward Teller, son badge, ils n'ont pas la même numérotation parce qu'ils ne font pas la même chose. Elle va réellement travailler à Los Alamos à faire des calculs numériques sur la montre. Et puis là, c'est leur fils. Alors voici ce que dit, il est rejoint par Mitzi quelques mois plus tard, et citation des mémoires. Quelques bâtiments de 4 appartements pour les familles étaient terminés à la mi-avril, en 1943, lorsque Mitzi est arrivé avec nos possessions de valeur. Paul, notre fils âgé de 6 semaines. Le piano, la machine à laver, et nos articles moins remarquables, comme nos meubles avec des faux trous de verre. Bon. Il y a un petit peu d'humour chez Teller, il y a une façon de... Bon, malgré les conditions matérielles parfois difficiles, Teller conserve un bon souvenir de son arrivée à Los Alamos. J'allais volontiers à Los Alamos et le changement, ça c'est intéressant, semblait moins dramatique que certaines de mes autres migrations. Il a déjà migré plusieurs fois, Teller.
Dans ses mémoires, Teller consacre parfois avec humour 2 chapitres sur la vie à Los Alamos, bon je vais passer, et les relations parfois amicales, parfois tendues entre physiciens sur les points de vue scientifiques qui divergent quelquefois. Edward Teller fait partie de la division de physique théorique dirigée par Franz Bethe, réfugié allemand, depuis de longue date aux États-Unis, très grand physicien, un futur prix Nobel, où il travaille sur plusieurs sujets, dont l'approche mathématique d'une arme nucléaire de type implosion. C'est la bombe type Nagasaki, plutonium. Teller connaissait Bethe depuis sa vie d'étudiant à Munich. Ils s'étaient rencontrés à Munich, et leurs relations, très amicales qu'on trouve, vont s'assombrir un peu, parce que Teller c'est quelqu'un qui aime bien suivre ses propres idées, et tout particulièrement, il en a une, c'est ce qu'il va appeler tout le temps la super. La super, c'est la super bombe, une bombe qui incorporerait de la fusion. Attention, la bombe n'est pas encore faite, la bombe aux États-Unis. Teller, il pense déjà qu'on peut l'améliorer en mettant de la fusion à l'intérieur, alors que la bombe, elle n'a pas encore été faite. Bon, ça pose quelques petits problèmes. En juin 1944, sur demande de Bethe, Teller est placé à la tête d'un groupe spécial, responsable de cette fameuse super, et relevant directement du responsable scientifique qui, à Los Alamos, était Oppenheimer. Teller et Oppenheimer s'entendent assez bien. Oppenheimer, d'ailleurs, il s'entend assez bien avec beaucoup de gens, mais il a une façon de diriger qui est très agréable, paraît-il. Après la fin de la guerre, beaucoup de scientifiques impliqués dans les développements d'armes nucléaires souhaitent retourner à leur vie antérieure, d'enseignement, de recherche. En octobre, je lui avais consacré un épisode complet l'an dernier à Oppenheimer. Donc Oppenheimer, en octobre 1945, il quitte Los Alamos, juste après la guerre, il va en Californie, puis il va prendre la direction du célèbre institut de Princeton. Teller quitte aussi Los Alamos. En février 1946, il va à l'université de Chicago comme professeur. Dans ses mémoires, voici ce qu'il écrit. « Ma recherche d'un retour à la grande aventure de la science pure a commencé sérieusement quand j'ai atteint l'université de Chicago en février 1946. Pour moi, les collègues ont toujours été un des plaisirs particuliers de la science. Et la compagnie de 3 de mes amis, Maria Meyer, Enrico Fermi et Johnny von Neumann, ont beaucoup compté dans mes plans pour un retour à la normale. » Teller, il a une grande admiration pour Enrico Fermi. Il n'est pas le seul. C'est un des plus grands physiciens du XXe siècle, Enrico Fermi. Expérimentateur, théoricien, radioactivité bêta, tout ça. Bon. Et il le connaît depuis longtemps, parce que quand il était en Allemagne, Teller, il avait passé plusieurs semaines, voire peut-être un peu plus, peut-être un mois. Il avait passé en Italie, Enrico Fermi était alors à Rome. En 1932, Teller est allé travailler, le jeune Teller, chez Enrico Fermi. Il n'est pas bien vieux non plus, ils ont 7 ans de différence. Teller, il a aussi une admiration pour quelqu'un qu'on connaît peut-être un peu moins, qui est John von Neumann. John von Neumann, c'est un brillant mathématicien et physicien. Alors son nom ne l'indique pas, mais von Neumann, il est né à Budapest. C'est un Hongrois, John von Neumann. Et comme lui, il est parti en Allemagne et finalement aux États-Unis. Sauf que von Neumann, il n'a pas émigré en raison du nazisme. Il avait été déjà pris par les Américains en 1930. C'est-à-dire les Américains avaient déjà remarqué la qualité exceptionnelle de von Neumann. Il l'amène à Princeton et il va passer toute sa vie d'ailleurs ensuite à l'Institut de Princeton. Alors quant à Maria Gopper-Meyer, encore moins connue peut-être, sauf des physiciens nucléaires peut-être, Maria Gopper-Meyer, c'est son nom de jeune fille Maria Gopper, elle est née en Allemagne où elle passe sa thèse en 1929. L'année suivante, elle suit son mari, le chimiste Joseph Meyer, aux États-Unis. Elle fait des recherches en physique théorique, mais n'obtient que difficilement des postes. Elle obtient un premier poste en 1941 et un deuxième grâce au soutien de Teller, d'ailleurs, qui soutient. Et pourtant, donc, elle a collaboré avec Teller à quelques calculs liés à la superbombe. Donc ils vont se retrouver, ils se connaissent, etc. Et je ne sais pas si vous savez, mais Maria Gopper-Meyer, c'est la seconde femme prix Nobel de physique en 1963. Et jusqu'à ce jour, il y en a que 2. Marie Curie, Maria Gopper-Meyer. Donc à Chicago, donc il est avec des collègues quand même de très haut niveau, il y en a d'autres.
À Chicago, Teller travaille sur différents sujets de physique fondamentale. Il fait de la physique, il a repris la physique comme à Washington. C'est aussi à Chicago qu'il fait remonter ses premiers, alors amusant dans ses mémoires, et très modestes engagements politiques. Comme beaucoup de membres de l'université de Chicago, eh bien, les Teller veulent en 1948, ils militent pour la défaite aux élections du candidat de droite, un peu d'extrême droite, qui est membre du comité des activités anti-américaines. Alors je vais un peu parler de ça. Il y a mis en place des comités des activités anti-américaines qui vont se développer dans les années 50 avec le fameux McCarthyisme qu'on connaît bien, la chasse aux sorcières, aux communistes, etc. Donc il y en a un qui se présente, ils veulent la défaite, ils vont l'obtenir, donc ils militent. Comme il dit, c'est plus lui, il gardait plus ses enfants pour que sa femme elle milite. Mais bon, quand même, il est un petit peu de ce côté-là. Il considérait, mais en fait c'est assez étrange, enfin, il faut toujours se méfier de ce qu'on dit dans les mémoires, parce que c'est parfois une projection. Bon, il dit dans ses mémoires qu'il considérait déjà à l'époque que cette recherche d'ennemis internes était beaucoup moins importante et masquait le réel danger que constituait l'Union soviétique. Si vous voulez, pour Teller, l'Union soviétique, c'est vraiment le danger pour les États-Unis. Et ça va l'être pratiquement toute sa vie, tout le temps que va exister l'URSS. Alors bon, on peut dire que c'est une projection, mais pas tout à fait, parce que il y a dans ses mémoires des lettres d'époque. Alors ça, c'est un peu plus intéressant, parce que la lettre, elle ne peut pas être modifiée. Elle a été écrite à une certaine époque. Donc voici une lettre qu'il s'écrivait beaucoup entre Maria Gopper-Mayer et Edward Teller. Voici un extrait de lettre à propos du président Truman, donc on est en 1948. Dans les problèmes très importants, c'est Teller qui écrit, Truman a raison. Il a raison dans ses méthodes par lesquelles il veut arrêter l'inflation. Il a raison dans les projets d'aide à l'Europe, c'est le plan Marshall. Il a raison dans les plans pour stopper la Russie. Alors c'est une allusion à, on avait parlé de la doctrine de l'endiguement du communisme. C'est-à-dire, on essaye partout de bloquer le communisme qui se répand en Europe, qui se répand en Asie, donc on essaye de bloquer le communisme. Et Teller, alors on peut dire que c'est un anticommuniste, c'est pas exactement ça, c'est plutôt quelqu'un qui est opposé au système politique qui est développé en URSS et qui sera longtemps à la tête, qui sera la politique de son pays natal. Je vous rappelle qu'il est hongrois. Teller, c'est quelqu'un qui a quitté la Hongrie et il ne retournera en Hongrie qu'après la chute de la République populaire de Hongrie. Il ira en Hongrie pour la première fois en 90. Alors qu'il était un peu invité avant, il y avait un petit peu de souplesse. Non. La République populaire de Hongrie n'est plus là, donc je peux retourner en Hongrie. Le directeur de Los Alamos, Norris Bradbury, c'est celui qui a succédé à Oppenheimer, demande à Teller de revenir. Mais Teller, il hésite à revenir à Los Alamos, parce que la vie à Chicago, ça lui plaît finalement. Il est ami avec Fermi, avec pas mal de gens. Citation des mémoires. Les tentations de la Tour d'Ivoire sont nombreuses. Mes années à Chicago étaient semblables à celles de Washington. Des heures et des heures pleines de plaisir à explorer les pulses de la science avec des amis. Je voulais être un physicien normal. Je ne voulais pas être en désaccord avec mes amis à propos de quoi que ce soit, seulement à quelques occasions pour des controverses politiques. Mais mon point de vue sur les affaires en Europe était différent de celui de la plupart de mes collègues nés en Amérique. Finalement, Teller accepte. Il accepte de venir 1 an à Los Alamos, où il arrive à l'été 1949. Alors, quand on l'invite à Los Alamos, c'est pour retravailler sur la bombe, bien sûr. Donc il arrive à l'été 49, en fait, peu de temps avant l'annonce du premier essai nucléaire soviétique. C'est pas l'essai qui l'a ramené à Los Alamos. Bon, il dit, je vais venir 1 an, retravailler à Los Alamos. Alors, Truman relance le programme militaire américain en janvier 1950, mais comme l'écrit Teller dans ses mémoires, le début des années 1950 a été une période critique dans mon développement et plein de controverses. Il est impossible de revenir sur ces moments sans un certain sentiment de confusion. Tu vois que c'est pas toujours très clair dans les mémoires. Il ajoute un peu plus loin,
rétrospectivement, ni la décision de Truman de développer une arme thermonucléaire, ni la variété des réponses des scientifiques à cette décision sont surprenantes. Ce à quoi je ne m'attendais pas, ce sont les difficultés et les doutes croissants sur la faisabilité de la super. Alors, ces doutes, il n'avait pas de doute en 1943, il en a quand il revient en 1949. Ce n'est pas des doutes d'éthique, hein, c'est des doutes de pouvoir fabriquer cette bombe. Alors ces doutes sont renforcés par des calculs sur les tout premiers ordinateurs qui apparaissent dans les années 1945, vont se développer un peu, mais alors beaucoup moins puissants que ça. Hein. Alors citation des mémoires. Lorsque Johnny von Neumann, avec l'aide de son épouse Clary, a terminé les calculs pertinents sur l'ENIAC, l'ENIAC c'est un des premiers ordinateurs qui va conduire à l'UNIVAC après, etc. Ces doutes ont été grandement renforcés, les calculs ont indiqué que notre conception ne fonctionnerait pas. Alors là, il n'est pas dans l'idée à 2 étages, hein, il est dans l'idée d'une bombe compacte. Donc ils vont s'orienter vers différents travaux. Quand une voie ne marche pas tellement bien, on en cherche une autre. Hein. C'est de la recherche. En mars 1951, Edward Teller et Stanislav Ulam, ça c'est des caricatures de Gamow, hein, terminent la rédaction d'un long article qui nous sera rendu public, alors que longtemps après, fortement expurgé. Son titre est assez technique. Lentille hydrodynamique et miroir de rayonnement. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais j'ai rappelé au début, un miroir de rayonnement, ça fait penser à ce renvoi de l'énergie à l'intérieur. Et c'est effectivement ça. En fait, l'idée essentielle, qui n'était pas du tout évidente que développent Teller et Ulam, il est même contre-intuitive, hein, c'est de séparer largement l'initiateur, la bombasse, c'est ce qu'on vient de voir, des matériaux de fusion. Et surtout, de trouver comment le transfert d'énergie doit être fait très rapidement de l'un à l'autre. Parce que sinon, quand la bombe finit d'exploser, tout s'en va. Eh bien, c'est le principe de la bombache, ou principe qu'on appelle d'ailleurs principe de Teller-Ulam. Je l'ai rappelé au début. Dans ses mémoires, Teller, alors là, ça, il est un peu comme ça, hein, il minimise le rôle d'Ulam. Bon, il minimise un peu Ulam, il dit, moi j'en ai fait beaucoup plus que Ulam, etc. Alors, longtemps après, hein, parce que les mémoires s'écrit longtemps après, il a toujours du mal, Teller, ça c'est un petit défaut quand même, il a toujours du mal à partager, ne serait-ce qu'un peu, le rôle prépondérant qu'il a joué dans le développement de la bombe H, de la bombe thermonucléaire. Il se considère vraiment comme essentiel à la bombe. C'est un peu vrai, mais il y a quand même... Donc Teller-Ulam, c'est le principe à 2 étages, transfert par rayonnement. En mai 1951, Teller assiste aux essais de George. George, c'est une partie de la campagne, alors tout ça, ça porte des noms. Hein. Greenhouse, dans le Pacifique, on donne des noms. Greenhouse, ça veut dire la serre, hein, la serre horticole. Là. On donne un nom, alors c'est une campagne où il y a plusieurs essais. On le voit, alors là, on le reconnaît mal, hein, mais on le voit ici avec un très célèbre physicien qui est Ernest Lawrence. Ernest Lawrence, c'est l'inventeur du cyclotron, c'est prix Nobel de physique 1939, hein, qui a travaillé aussi sur la bombe. C'est celui qui avait fait les fameux calutrons pour faire l'enrichissement de l'uranium. Et donc, on les voit ici, dans ces essais du Pacifique. Alors, les 2 dispositifs, parce qu'il y en avait 2, George incorporait pour la première fois un peu de fusion, pour voir comment ça allait se passer. Mais comme le souligne Teller, George était une expérience plus qu'un test. Sa seule utilité était de prouver que nos calculs étaient corrects. Le dispositif n'avait pas d'utilité militaire. C'est pas une bombe. Hein. On essaye de voir si on peut transférer de l'énergie. Alors on a mis un peu de liquide, hydrogène dans le milieu d'un tor, comme ça au milieu d'une bombe. Ça donne quand même une puissance de 220 kilotonnes, hein, quand même. Hein. C'est pas tout à fait négligeable, mais je veux dire, c'est pas structuré comme une bombe. Mais bien qu'il ait largement contribué au concept de la bombache, et qu'il fut depuis longtemps le promoteur des recherches de la superbombe, Teller n'est pas choisi. Il n'est pas choisi pour en diriger les développements techniques à Los Alamos. Alors on peut se demander pourquoi, parce que c'est quand même lui qui est... Alors, moi je fais quelques hypothèses. Hein. Peut-être en raison de sa trop forte personnalité. Peut-être aussi dans ce goût qu'avait Teller d'aller dans plusieurs directions à la fois. Donc, quand on veut faire un développement technique, il faut quand même à un moment se concentrer sur un problème technique particulier et avancer, etc. Mais, alors surtout, peut-être, hein, je pense que c'est la raison, c'est il avait déjà commencé à défendre l'idée
Alors ça, c'est étonnant. Il est à Los Alamos, un laboratoire qui fait une bombe. Il dit qu'il faudra faire un deuxième laboratoire, et pas à Los Alamos. Alors, quand vous êtes à Los Alamos, que vous dites qu'il faut créer un autre laboratoire pour faire une bombe ailleurs, bon, les gens de Los Alamos, ils n'apprécient pas forcément. Alors c'est peut-être une des raisons. Teller sera resté non pas 1 an, mais 2 ans et demi à Los Alamos. Et il repart. En novembre 1951, la famille Teller, parce qu'à chaque fois, avec un peu de décalage, il y a toujours la famille Teller qui suit. Donc il retourne à Chicago. Je ne sais pas si vous voyez, si vous suivez une carte, Los Alamos, c'est à peu près au milieu, c'est quand même assez vers l'ouest. Chicago, c'est là-haut. Vous allez voir, on va aller en Californie tout à l'heure. Alors, il s'est beaucoup promené en Europe, mais aux États-Unis, c'est pareil. Donc, il va à Chicago, mais il ne reprend pas vraiment la physique fondamentale cette fois-là. Il poursuit ses travaux sur la bombe. Citation. « J'ai décidé que mon premier travail théorique à Chicago porterait sur les effets de souffle de la bombe à hydrogène. » C'est pas sur la construction, la conception de la bombe, mais sur les effets de la bombe. C'est-à-dire comment le souffle se propage, etc. Donc, c'est lié à la bombe. Et un peu plus loin, la plus importante de mes activités lors de mon retour à Chicago a été mon effort pour établir un deuxième laboratoire d'armement. Teller, c'est un têtu. Donc il retourne à Chicago et il milite dans les autorités, parce qu'il était quand même un peu connu, pour avoir un deuxième laboratoire. Alors pourquoi un deuxième laboratoire? Alors, dans ses mémoires, il donne la justification suivante. Étant moins bien établi, un deuxième laboratoire serait plus susceptible de soutenir l'innovation. Il partagerait la responsabilité impressionnante du maintien de la force militaire dont dépendait la paix, et il fournirait l'équilibre et l'aiguillon de la concurrence pour le programme de Los Alamos. Je trouve que Los Alamos s'endort un petit peu. On peut noter au passage que Teller fut un défenseur du développement des armes nucléaires comme dissuasion, c'est-à-dire l'équilibre des armes à partir duquel on obtient la paix. On peut discuter, bien sûr. À l'été 1952, l'AEC, c'est la Commission de l'énergie atomique, recommande la création d'un deuxième laboratoire d'armes nucléaires, donc un peu dans l'esprit de Teller, et choisit Livermore, dans l'esprit de Lawrence. Lawrence était quelqu'un de très engagé pour la bombe atomique. Il était même qualifié de quelqu'un de assez à droite, Lawrence. Il défend la bombe atomique. Et puis Lawrence, il arrive à convaincre Teller de venir s'occuper de ce domaine de la bombe atomique, non pas à Los Alamos, mais à Livermore. Le nouveau laboratoire, alors il ne le place pas quand même, Lawrence il connaît bien Teller, il ne place pas la responsabilité du nouveau laboratoire directement sous Teller, il confie la direction locale à son étudiant Herbert York. Donc vous avez Lawrence qui chapeaute l'ensemble des laboratoires, et vous avez Herbert York qui est à la tête de la création du nouveau laboratoire à Livermore. Livermore, tout ça, c'est près de San Francisco, Livermore, Berkeley, tout ça. C'est un peu proche. Et puis Edward Teller qui, lui, va s'occuper du programme de la bombe. Durant l'été 1952, la famille Teller quitte Chicago et s'installe en Californie. Edward Teller commence à travailler dans le laboratoire de Lawrence, puisque l'autre n'est pas construit à Berkeley, pendant que le nouveau laboratoire, c'est ce qu'on voit ici, se construit à Livermore. C'est une nouvelle aventure qui lui rappelle les débuts de Los Alamos pendant la guerre. Voici ce qu'il dit dans ses mémoires. Pour moi, les premiers mois du laboratoire de Livermore rappelaient fortement l'esprit de Los Alamos au printemps 1943. J'ajoute un peu plus loin, mais il y avait une grande différence entre 1943 et 1952. À Los Alamos, il n'y avait jamais eu le temps pour suivre la plupart des suggestions originales de modification et d'amélioration, c'est toujours ce qu'il voulait faire. À Livermore, après s'être installé, l'examen de certains de ces modèles alternatifs constituait notre premier effort. Bon, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'il faut reconstituer des équipes. Los Alamos, ça fonctionne, et des compétences comme celles qui existaient à Los Alamos. Sauf que Los Alamos a été construit pendant la guerre avec une pression énorme, avec de l'argent, avec beaucoup de choses. Tout le monde convergeait autour de Los Alamos. Là, il construit un autre laboratoire. Évidemment, Los Alamos continue à fonctionner. En 1952, les dispositifs nucléaires, dont Ivy Mike, c'est celui qui a fait 10 mégatonnes dont je parlais au début, et leurs tests dans le Pacifique sont entièrement réalisés par Los Alamos.
L'image qu'on a vue tout à l'heure de Lorentz et de Teller est un peu trompeuse. En fait, ils sont sur les essais pour faire des mesures. Le laboratoire de Berkeley était spécialisé dans les mesures nucléaires, donc, mais ce n'est pas la bombe elle-même. La bombe elle-même, elle est vraiment faite par Los Alamos. Et en 1954, Castelbravo, c'est lui qui fait 15 mégatonnes, il y avait 7 essais nucléaires programmés, dans Castelbravo, 5 sont faits par Los Alamos et 2 par le nouveau laboratoire de Livermore. En 1953, alors ça c'est une image assez rare, le premier test d'une bombe A, ça c'est une bombe A, construite par Livermore. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, c'est le premier essai qui avait été réalisé dans le désert du Nouveau-Mexique en juillet 1945. Eh bien, la bombe elle a explosé, elle n'a même pas détruit la tour qui était en dessous pour la tenir. Donc c'est un échec. Cette bombe n'a pas fonctionné. Ça commence pas très bien. Hein. Et donc la première bombe réalisée par Livermore est un échec. Alors évidemment qu'à Los Alamos, on sait faire des bombes. La tour est à peine endommagée. C'est pas beaucoup mieux au printemps 1954. Il y a 2 essais dans le thermonucléaire dans le Pacifique. L'essai de Castel-Echo. Ça, c'est la campagne qui s'appelle Castel. Castel, ça veut dire château fort. Hein. Donc il y a Bravo, Echo. Alors Echo, elle était programmée le 29 mars 1954. Elle est annulée. Alors pourquoi elle est annulée? Parce que c'était une expérience qui utilisait du combustible liquide encore, par Livermore. Or, l'autre vient de montrer que le combustible solide, ça marche très bien, et comme c'est beaucoup mieux, on ne fait pas l'essai. L'autre dit, enfin c'est ce que dit Teller, peut-être qu'elle marchait. Bon, enfin, on ne fait pas l'essai. Donc une est annulée, une ne marche pas, une est annulée. L'autre, qui utilisait un combustible solide, est réalisé le 22 avril sous le nom de Castelcoon. La puissance prévue était de l'ordre de 1 mégatonne. Elle sera de 100 kilotonnes. Alors c'est aussi un échec. Bon, elle a marché, mais c'est aussi un échec en comparaison des réussites des dispositifs construits à Los Alamos et testés dans la même campagne. Dans ses mémoires, Teller mentionne brièvement ses essais de Livermore en ajoutant « Après les 3 échecs, beaucoup de personnes de l'armement parlaient, sans humour, de chercher un emploi ailleurs. Pour moi, comme pour les jeunes, bon, il n'est pas bien vieux, hein, mais il a 45 ans, je pense. Hein, mais pour moi, comme pour les jeunes, donc ceux qui ont peut-être 25-30 ans, la fermeture du programme d'armement semblait loin d'être improbable. Nous étions tous découragés. Avec le soutien fort de Lorentz remonte le moral, avec le soutien fort de Lorentz, qui met en place aussi une organisation beaucoup plus rigoureuse. Hein. Lorentz, c'est quelqu'un qui savait organiser un laboratoire, c'est un organisateur extraordinaire. Eh bien, l'aventure continue. Continue à Livermore. Alors, je vais y revenir. Mais l'année 1954, c'est une année aussi terrible pour Teller. L'année 1954, c'est aussi celle du procès Oppenheimer. Celle du procès. Alors, c'est pas exactement un procès, on a vu ça en détail au dernier épisode de l'an dernier. C'est une audition de sécurité. Hein, on lui a enlevé son accréditation, il passe, donc il y a beaucoup de témoins, etc. Et parmi les témoins, il y a Teller. Alors Teller dit que absolument pas, Oppenheimer n'était pas un espion, tout ça, hein, parce que ça aurait été très grave, mais il reproche à Oppenheimer son opposition à la bombe H. Et donc il apparaît comme un témoin à charge. Je vous rappelle que Oppenheimer, qui était le président du comité consultatif de la Commission de l'énergie atomique, après la guerre, est contre la bombe H. Oppenheimer recommande de ne pas développer la bombe H aux États-Unis. Mais évidemment, là, on est en 54, il y a eu la bombe H, il y a eu les bombes soviétiques, donc ça change un peu la donne. Donc, il reproche à Oppenheimer d'avoir retardé le programme américain, il reproche donc c'est un peu le seul témoin à charge. Alors ça lui voudra l'éloignement de ses collègues. Hein. On n'apprécie pas de charger un collègue dans quelque chose, c'est pas bien vu. Hein. Et certains de ses amis vont se refroidir un petit peu les relations. Alors dans ses mémoires, Teller considère qu'il n'a pas été compris. Il revient sur cette affaire, ça le chagrine. Hein. Il consacre 2 chapitres à l'affaire Oppenheimer, et dans une annexe de 33 pages, il donne l'intégralité de sa déposition. Il a obtenu l'intégralité de sa déposition, il dit « voilà ce que j'ai dit ». Le tout sera publié. Alors pour lui, je cite, hein, l'affaire Oppenheimer a eu une influence profonde
sur les attitudes dans notre pays et a changé ma vie de façon irréparable. À partir de 1957, le laboratoire de Livermore, alors là ça s'améliore, il est choisi pour construire, alors cette fois-ci avec succès, les têtes nucléaires pour les missiles Polaris de la marine. On commence à développer tout un tas de missiles, des choses comme ça. Et Livermore, là ça va commencer à bien marcher. Sur cette photographie de 1958, Teller est à droite, avec cette chemise très, j'allais dire, océan Pacifique, hein, c'est des essais dans l'autre. Puis très américain, quant à ce qu'il mange. Hein. Bon, on est dans les États-Unis, dans le Pacifique. On peut le voir à droite. C'est lui, il est en discussion avec des collègues lors de la préparation d'une opération qui s'appelle Hard Track. Alors ça, c'est une opération, on est en 58. 35 tests ils vont réaliser en 58 dans le Pacifique. Alors pas tous de forte puissance, hein, beaucoup de faible puissance. Alors cette fois-ci avec des dispositifs qui sont développés soit à Los Alamos, soit à Livermore. Sous la conduite de Lawrence, Teller et York, le laboratoire de Livermore se développe, et pas uniquement d'ailleurs dans le domaine nucléaire et militaire. Il va se développer dans les applications à la biologie, dans pas mal de domaines. À Livermore, c'est un très très grand laboratoire national américain aujourd'hui. En mars 1958, Herbert York démissionne pour prendre un poste très important à Washington. 5 mois plus tard, Ernest Lawrence décède. Edward Teller, alors, qui était directeur adjoint depuis 1954, depuis le début, eh bien, on va lui confier pendant 2 ans la direction de Livermore. Il va y rester 2 ans. En 1960, il est nommé professeur titulaire à l'Université de Californie à Berkeley, poste qu'il occupera jusqu'en 1970, tout en restant, hein, vous voyez, directeur adjoint de Livermore jusqu'en 1975. Dans les années 70 et 80, Teller continue à être un éminent conseiller du gouvernement sur la politique des armes nucléaires. On le voit ici avec le président Reagan. À propos, alors ça vous dit peut-être quelque chose, qui était ce qu'on appelait l'initiative de défense stratégique, alors qui était bien connue dans les médias, parce que le film sortait à cette époque-là, comme la guerre des étoiles. Alors c'était un projet de défense destiné à la protection des États-Unis de la façon suivante. Hein, il fallait intercepter les missiles. Alors là, on est dans la période des missiles. Donc là, intercepter les missiles à partir du sol, mais aussi créer tout un système à partir de satellites, c'est pour ça qu'on appelait ça la guerre des étoiles, pour intercepter les missiles. Alors c'est un système extrêmement compliqué que Teller défend. Alors là, par exemple, ce livre qui s'appelle Better a Shield than a Sword, ce qui veut dire en anglais, il vaut mieux un bouclier qu'un sabre, qu'une épée, c'est l'illustration de ça. Et donc il défend ça, et c'est même lui qui est un petit peu auprès de Reagan à défendre ça. Bon, ce projet, il va être mis un peu en veilleuse, et donc il démarre en 82-83, il va être mis un peu en veilleuse à la fin des années 80, et il est officiellement abandonné en 93 comme infaisable, hein, sous l'administration Clinton. Pour terminer sur Edward Teller, quelques lignes extraites de l'épilogue de ses mémoires. La guerre froide était unique. Elle a été gagnée par l'existence, non l'utilisation d'une nouvelle arme et sans la perte de vie. La guerre froide, ça commence dans les années 56-7. Il s'agit bien sûr de la bombe atomique. Alors je poursuis. Dans la dernière décennie du XXe siècle, l'empire du totalitarisme le plus puissant s'est terminé sans effusion de sang. Bien sûr, là, il fait allusion à l'URSS et les pays satellites. À l'aube du nouveau millénaire, la diffusion de la démocratie a donné des raisons d'espérer la poursuite de la paix. Alors, qu'en est-il du côté soviétique? Avec un physicien, vous connaissez peut-être, hein, dont le nom est bien connu, a été bien connu au moins au siècle dernier, qui est considéré comme l'équivalent de Teller pour la bombe H. C'est Andreï Sakharov. Sakharov écrit ses mémoires dans des conditions très difficiles, comme il le rappelle dans la préface. L'été 1978, sur l'insistance de Louisia, alors Louisia, c'est la seconde épouse de Sakharov, c'est Helena Bonner.
donc sur son assistance, je commençais à rédiger les ébauches de mémoire. En novembre 1978, c'est-à-dire avant mon exil à Gorky, une partie de ces ébauches fut confisquée au cours d'une fouille en mon absence. En mars 1981, des collaborateurs du KGB me volèrent une serviette pleine de bloc-notes, de documents et de journaux intimes. Au cours des années 1981-1982, je pus reconstituer les parties manquantes. En octobre 1982, le KGB me vola 900 pages du manuscrit tout prêt. Bon. Finalement, alors c'est assez compliqué, je vous passe tous les détails, ils vont réussir avec Helena Bonner à faire parvenir en Occident, donc finalement ça a atterri aux États-Unis, le manuscrit par morceaux. Et il était prêt à être édité, et au moment où il devait être édité en 87, au moment où Sakharov revient à Moscou. Il est libéré de son exil, et donc il reprend ses mémoires, il reprend une version de ses mémoires, il peut travailler là, cette fois, et il met au point l'édition définitive qui va être publiée dans sa traduction américaine. Elle n'est pas publiée en russe, elle est publiée dans la traduction américaine. Alors l'édition française, parce que moi j'ai travaillé sur l'édition française, elle est traduite du russe, ce qui est intéressant, c'est-à-dire elle est traduite non pas de l'américain mais du russe. Parce qu'ils avaient commencé à traduire, Sakharov il était connu dans les années 80, donc ils avaient commencé à traduire ses mémoires. Donc ils continuent à partir du russe, mais ils restructurent les mémoires comme l'édition américaine. C'est-à-dire, c'est traduit du russe, mais ça suit exactement le plan de l'édition américaine, qui est l'édition de référence. Donc qui paraît en 89. Alors c'est assez compliqué, mais c'est très représentatif de la vie de Sakharov, qui est bien connu pour sa défense des dissidents soviétiques à partir de la fin des années 60. Alors, je ne vais pas aborder ces aspects de la vie de Sakharov, qui constituent la deuxième partie. Les mémoires sont vraiment en deux parties. La deuxième partie de ces mémoires. La première partie, ça représente à peu près un tiers des mémoires, porte sur sa jeunesse et surtout, ce qui m'intéresse pour ce cours, c'est les travaux sur la bombache. Andreï Sakharov est né le 21 mai 1921 à Moscou. Les deux premiers chapitres de ses mémoires, qui sont intéressants, je passe, évoquent avec une certaine tendresse ses parents, c'est très russe, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents et même un arrière-grand-père. Alors il y en a qui furent avocats, militaires, enfin il y avait différentes situations, c'est assez intéressant. Alors son père, que l'on voit ici, son père était professeur de physique, bien connu comme auteur de manuels et d'ouvrages de vulgarisation scientifique. C'était pas un chercheur, mais un vulgarisateur de la physique. Quant à Andreï, il a grandi dans un grand appartement, comme ça se faisait à Moscou, un appartement communal, c'est-à-dire il y avait une pièce commune et puis il y avait des chambres. Alors ils étaient occupés par beaucoup de monde dans différentes chambres, sa famille, des amis, et puis comme il dit, seulement quelques étrangers à cette communauté. Dans ses mémoires, Sakharov écrit « En automne 1918, on commença à me faire prendre des cours à domicile avec une institutrice. Suivant le désir de mes parents, mes 5 premières années d'études se déroulèrent non pas à l'école, mais chez nous, où on forma un groupe de 3 élèves. Ça m'a surpris, mais c'est comme ça. Cette éducation privée a des avantages qu'on connaît quant à la qualité de formation. On choisit des enseignants particuliers, mais aussi quelques inconvénients que souligne Sakharov. Je devins très sujet à l'incommunicabilité. Sakharov, c'est pas quelqu'un qui communique facilement. C'est étonnant, vu ce qu'il va faire dans sa deuxième vie. Donc j'ai souffert par la suite, à l'école, à l'université, et même presque toute ma vie. À l'automne 1933, Sakharov va à l'école publique, qui termine en 1938, alors avec un niveau d'excellence. Niveau d'excellence, c'est important parce que quand vous avez le niveau d'excellence, ça vous permet d'entrer sans examen à l'université. C'était comme ça. Bon, pas forcément si mal. Mais bon, il rentre sans examen à l'université et il va à l'université de Moscou, qui selon lui était sans doute, je cite, à l'époque la meilleure du pays. Les années universitaires se partagent en 2 périodes très distinctes. Les 3 premières, les 3 années d'avant-guerre et une année pendant la guerre en évacuation.
Sakharov, alors il étudie essentiellement les mathématiques, la physique et quelques autres obligatoires. Alors, il y a des matières obligatoires. Bon, je vous en cite une. Parmi les matières universitaires, seul le marxisme-léninisme me causait des ennuis. Ce n'était pas un problème idéologique. Non, non. Il ne me venait pas à l'esprit de douter du marxisme en tant qu'idéologie de lutte pour la libération de l'humanité. Vous voyez, à cette époque, Sakharov est vraiment communiste. De même, le matérialisme me paraissait une philosophie exhaustive. Ce qui me chagrinait, par contre, c'était les spéculations philosophiques transposées sans aucun changement dans le XXe siècle, l'ère des sciences exactes. Et là, il vise un peu Marx, etc., qu'il trouve un peu démodé. Mais vous voyez, il n'est pas contre. Sakharov, tout au début de sa vie, c'est quelqu'un qui est dans le moule communiste. Et alors moi, ce que je trouve très bien dans ses mémoires, c'est qu'il essaye de se replonger dans cette époque en disant j'étais comme ça. Il essaye de se remettre à la place, alors qu'il a complètement changé dans la deuxième partie de sa vie. Avec l'invasion allemande de juin 1941, la vie en Union soviétique alors devient terrible. Le 16 octobre 1941, je fus témoin de la célèbre panique qui régnait à Moscou, menacée par l'offensive allemande. Ce fut une semaine d'agitation extrême. Sur ordre du gouvernement, on organisa l'évacuation de l'université. On évacue l'université, celle de Saint-Pétersbourg aussi, mais d'autres, on recule. Alors après un long voyage qui raconte plein de péripéties, il y aura un mois et demi, Sakharov arrive à Ashkabad, au Turkménistan, en décembre 1941. Vous voyez, ils sont partis assez loin. Mais c'est l'université de Moscou. Il y restera 6 mois. Et il obtient son diplôme de fin d'études de l'université de Moscou, là-bas, dans le Turkménistan, avec la spécialité dont il s'amuse un peu, métaux pour la défense. Il souligne, ce n'était qu'un titre, tribut de cette époque. Car de l'exploitation des métaux, nous savions très peu de choses, et sur la défense, encore moins. Mais dans ses mémoires, il écrit une phrase assez forte, « Le début d'une guerre rompt toute l'existence ». Et Sakharov, il veut se rendre utile. Sakharov, il n'a pas été pris comme soldat parce qu'il faisait des études. À cette époque-là, on faisait attention, suite à la guerre 14-18, où il y avait beaucoup de scientifiques tués, etc., on préférait les occuper à autre chose que de soldats de première ligne. Donc il n'a pas fait, mais il veut se rendre utile à son pays. Donc il va lui-même rechercher ce qu'il peut faire pour la défense nationale. On est en pleine guerre. Alors au ministère de l'Armement, on m'orienta immédiatement sur une cartoucherie à Ulyanovsk. Ulyanovsk, c'est à peu près 500 km, c'est vers la Volga, c'est à 500 km à l'est de Moscou. Il va y rester 2 ans et demi comme ingénieur. Et il va avoir du succès. Il va améliorer considérablement la fiabilité de fabrication des obus soviétiques. Il va trouver des méthodes. Alors les obus avaient des problèmes, ils explosaient parfois de manière inopinée. Donc il va travailler là-dessus, il va même avoir déposé un petit brevet, tout ça. Donc il va travailler vraiment sur l'armement, mais vous voyez, l'armement classique, fabrication d'obus, pendant la guerre. C'est à Ulyanovsk qu'il rencontre Klava. Klava, il se marie le 10 juillet 1943. Ils auront 3 enfants. Voilà, on voit l'aîné, là, Tania, en 1945, Lyuba, en 1949, et Dmitri, en 1957. En 1945, Sakharov revient à Moscou. Avec le soutien de son père, qui connaissait bien le grand physicien Igor Tamm de Moscou, il commence, sous la direction de celui-ci, une thèse dans le département de physique théorique à l'Institut Lebedev de Moscou. Jusqu'à là, Sakharov, il n'a pas fait énormément de physique, sauf à titre... vous voyez, il est pris dans la guerre. Alors là, il va découvrir avec une avidité la physique moderne et soutenir en 1947 sa thèse en physique nucléaire théorique. Il évoque... Alors, cette période, pour lui, c'est une période extraordinaire, si vous voulez, de retour à la physique, qui ne va pas durer très longtemps, mais il évoque avec nostalgie, par exemple, son premier voyage en avion. Son premier voyage en avion, c'est pour aller à un congrès en Ukraine en 1948. Et il écrit « Ce voyage à Kiev s'avéra être une bouffée de liberté. Un dernier interlude avant mes 20 ans de vie dans le secret. »
peu plus loin, il explicite ce secret. J'ai effectué pendant 20 ans des travaux totalement secrets liés à la mise au point de l'arme thermonucléaire et à des thèmes connexes. De la fin juin 1948 à mars 1950, j'ai travaillé dans le groupe spécial de TAM à l'Institut de physique, et de mars 1950 à juillet 1968, date à laquelle j'ai été écarté des travaux secrets, j'ai travaillé à l'installation. C'est ainsi que nous appelions la ville secrète où vivaient et travaillaient les gens qui participaient à la mise au point de l'armement nucléaire et thermonucléaire. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé de ces villes secrètes. Celle que mentionne Sakharov, c'est Arzamas 16, Sarov, 400 km de Moscou, le grand centre de développement des bombes soviétiques. Alors, sous cette photographie de 1957, d'ailleurs, on peut voir Sakharov, qui est à gauche, avec Kourchatov. Kourchatov, c'est celui, le grand physicien qui va développer à partir de 1943 à Moscou, et puis ensuite va développer le programme nucléaire soviétique. Dans ses mémoires, Sakharov reste prudent. Je vous rappelle qu'il les rédige, il les termine en 89, mais alors il utilise des noms codés pour ses activités. Car, écrit-il, je me considère lié à vie par l'engagement que j'ai pris volontairement en 1948 de ne pas divulguer les secrets militaires et les secrets d'État. Et ce, quels que soient les changements dans ma vie. Bon, il se méfie aussi un peu que s'il y a des choses, on va en profiter pour l'accuser. Alors, Sakharov, il décrit la conception de la bombe thermonucléaire soviétique selon 3 principes, ce que j'ai rappelé au début, essentiels, qu'il appelle dans ses mémoires idée numéro 1, idée numéro 2, idée numéro 3. En octobre 1948, il commence à explorer la faisabilité d'une bombe, 48, incorporant de la fusion dans une structure en couche de bomba. C'est l'idée numéro 1. On met de la fusion dans une bomba. Remarquons qu'à cette époque, l'URSS ne dispose pas encore de bombe atomique. La première bombe atomique soviétique, c'est 1949. Donc il commence à étudier, c'est un peu comme Teller, il commence à étudier la fusion dans une bombe alors que la bombe n'existe pas. Et bien là, c'est pareil. Sakharov, il étudie le fait qu'on peut améliorer la bombe alors que la bombe n'est pas encore faite. Ça, c'est l'idée numéro 1. Et puis, à cette époque-là, je vous rappelle que les États-Unis, ils ont pratiquement arrêté les développements de bombes thermonucléaires et ils ne reprendront qu'en 50, après laisser ce... L'idée numéro 2, alors l'idée numéro 2, c'est celle d'utiliser un combustible solide de fusion, le deutérure de lithium. Selon Sakharov, les idées numéro 1 et 2, je cite les mémoires, étaient celles que nous avions proposées Vitaly Ginzburg et moi en 1948. Vous voyez, en 1948, ils ont déjà l'idée du combustible solide. C'est du moins ce qu'il nous dit, on peut le croire. Alors Ginzburg, c'est un remarquable physicien soviétique qui sera d'ailleurs, beaucoup plus tard, en 2003, lauréat du prix Nobel de physique. Alors, pour des raisons politiques. Ginzburg, ça c'est une vie. Sa femme, elle aurait presque attenté à la vie de Staline. Vous voyez ce qui peut arriver. En plus, elle est juive, tout ça. Enfin, il y a des tas d'histoires. Donc lui, on le considère comme un très grand physicien, mais on ne l'envoie pas à Sarov. On ne l'envoie pas dans le centre secret. Il reste à Moscou. Et il va travailler quelques années, mais depuis Moscou. Il va travailler seulement quelques années, et ensuite il va reprendre la physique fondamentale. Les idées numéro 1 et numéro 2 ouvrent la possibilité de créer une bombe puissante, qui va être une bombe à booster, comme je vous l'ai rappelé au début. C'est le principe dénommé Sloïka. On a vu ça la dernière fois. Sloïka, c'est le nom du gâteau russe. Gâteau russe en couche, on n'en a jamais mangé, puis il paraît que c'est très bon. Et donc, pourquoi en couche? Parce qu'on met de la fusion dans la fission. Elle va être testée avec succès, et c'est la bombe dont les soviétiques disent que c'est une vraie bombe H, mais qui est testée en août 1953. L'idée numéro 3 est celle d'une bombe H, cette fois-ci très puissante, sur la séparation en 2 étages et transfert d'énergie par rayonnement. Le principe est introduit aux États-Unis, on vient de le voir, par Teller Ulam en 1951. Bien, les historiens pensent que les physiciens soviétiques, contrairement à la première bomba, n'ont
bénéficié de très peu d'espionnage. Je vous rappelle que pour la bomba, avec Fuchs et tous ces gens-là, la première bombe atomique soviétique était une copie de la bombe américaine, de celle de Nagasaki. Là, on pense que la contribution de l'espionnage a peut-être existé, mais de manière relativement faible. Et d'ailleurs, c'est ce que pense Teller aussi, parce qu'il dit que ce principe, quand on réfléchit un peu, on finit par le trouver, quoi. Si on est un peu dans la physique de ces choses-là, on finit par imaginer ça. Bon, peut-être qu'il y a eu un peu d'espionnage, mais je pense pas. Enfin, moi, je ne peux pas juger, mais c'est les historiens qui disent. Eh bien, les soviétiques vont aussi découvrir ce principe et l'appliquer à partir de 1954. Sakharov écrit: il semble bien que l'idée numéro 3, donc celle en 2 étages, soit venue simultanément à plusieurs collaborateurs de nos sections théoriques. J'étais un de ceux-là. Je crois que je compris dès le début les aspects physiques et mathématiques fondamentaux de l'idée numéro 3. Pour cette raison, et grâce aussi à l'autorité que j'avais acquise auparavant, mon rôle dans l'acceptation puis la réalisation de l'idée numéro 3 a été peut-être un des plus décisifs. Vous voyez, Sakharov ne refuse pas le fait qu'il a été le père de la bombage. Enfin, le père, il y a plusieurs pères là-dedans, mais je veux dire un des éléments principaux de la bombage soviétique. Mais il est hors de doute que Zeldovitch, Yuri Trouvnev et quelques autres ont également joué un très grand rôle. Alors, celui qui a probablement joué un rôle important aussi, c'est Yakov Zeldovitch. Quelques mots sur Yakov Zeldovitch. Il avait commencé à travailler sur la bombe pendant la guerre, puis rejoint le petit groupe de Kurchatov en 1943, pendant la guerre, le petit groupe qui se forme à Moscou. En 1946, Zeldovitch est affecté comme théoricien à Arzamassev, l'installation. Donc il arrive avant Sakharov. Sakharov arrive plus tard, en 1950. Il y a entre les groupes quelque chose qui aurait plu à Teller, de Zeldovitch et Sakharov, qui travaillent, ils sont un peu en compétition. Compétition, émulation, collaboration. Vous voyez, c'est pas 2 laboratoires, mais ils travaillent, ils échangent, etc. Et donc il est très difficile de séparer les contributions. Ceux qui ont essayé disent que Zeldovitch aurait surtout travaillé au début et Sakharov aurait réalisé la synthèse, très très vite, la compréhension de l'ensemble du phénomène. Zeldovitch, quelques mots sur la fin de Zeldovitch, il continuait en parallèle, lui, des recherches théoriques qui n'avaient rien à voir avec la bombe, et il retourne, Zeldovitch, à la vie académique en 1963. Revenons à Sakharov. Il est à l'origine de la bombage, certes, mais aussi des principaux développements dans les années 50. Il prépare activement et participe alors au test de la vraie bombage, celle de 1955 au Kazakhstan. Il écrit: cet essai nucléaire fut l'aboutissement de plusieurs années de travail, un triomphe prometteur pour la mise au point de toute une gamme d'engins dotés de haute qualité performante. Il ajoute, malgré plus d'une fois encore des difficultés inattendues pour les produire. Et on retrouve un peu les difficultés. Une bombage, c'est pas facile à faire. Alors, dans ses mémoires, Sakharov commente l'attitude de Teller à l'audition de sécurité qu'on vient de voir de 1954. Voici ce qu'il en dit. À l'époque, dans les années 40-50, ma position était finalement assez proche de celle de Teller. Elle était son reflet, si on procède au remplacement de certains mots et de certaines notions. URSS à la place de USA, la paix et l'indépendance de mon pays à la place, alors ça c'est du côté URSS, à la place de la défense contre l'expansion communiste et le terrorisme, ça c'est du côté USA, en prenant la défense des positions de Teller. Je défends dans le même temps mes propres actes au cours de cette période de ma vie, et je défends l'activité de mes camarades de travail. De plus, à la différence de Teller, je n'avais pas besoin d'aller contre le courant. Je ne risquais pas de devenir l'objet de l'ostracisme de mes collègues. Bon, les États-Unis vont s'orienter vers des recherches, vers des bombages de plus en plus petites. Après cette grosse bombe de Castelbravo, dont je reparlerai un peu la prochaine fois, et ils vont s'orienter vers des bombes de plus en plus petites, plus opérationnelles, qu'on peut ensuite mettre sur des ogives, etc. Par contre, l'URSS fait ça aussi, mais en même temps, l'URSS poursuit la recherche à la puissance. Les États-Unis ont vite compris que ça ne servait à rien.
du point de vue opérationnel, mais il y a toute une espèce de dissuasion, je suis plus fort, etc. Et les États-Unis arrêtent dans cette course, alors que l'URSS continue à rechercher des bombes de plus en plus puissantes. Le 30 octobre 1961, l'Union soviétique procède à l'essai d'une bombe thermonucléaire comportant 3 étages. Cette bombe restera connue sous le nom donné par les Américains, ils donnaient toujours des noms, de Tsar-bombe, la bombe du Tsar. Elle est larguée d'un avion et sa puissance, 50 mégatonnes, 3000 fois Hiroshima. Alors Sakharov, il n'est pas présent sur le site pour cet essai-là, mais c'est lui qui a fait la conception de cette bombe à 3 étages, qui a impressionné les Américains. Il aurait pu, on pourrait continuer comme ça. Le principe Sakharov-Zeldovich permet de l'extension, alors que le principe Teller-Ulam est un peu plus restreint. C'est les spécialistes qui disent ça, moi, il ne faut pas juger. Donc, Sakharov, pour cette bombe, la Tsar-bombe, il a assuré la direction des calculs et suivi de près la réalisation. Au début des années 60, il est encore profondément investi dans la bombe thermonucléaire. Dans ses mémoires, il écrit « J'avais le sentiment de l'importance exceptionnelle, décisive de notre travail pour l'équilibre mondial, reposant sur la dissuasion mutuelle. » Vous voyez, c'est un peu les mêmes idées que Teller. Et il ajoute, par la suite, on parlera de l'anéantissement mutuel garanti. C'est un peu plus humain. Quelles sont les motivations de Sakharov ? S'interroger. Eh bien, il en donne quelques-unes. Il en donne quelques-unes dans ses mémoires. Quelles étaient ses motivations à cette époque ? Et donc, là, il essaye de revenir dans les années 50. C'est un peu difficile, mais il essaye. La première raison, mais pas la principale, raison que donnait Teller aussi, la première raison, mais pas la principale, était que c'était de la superbe physique. C'est une expression, il nous dit, de Fermi à propos de la bombe atomique. C'est une physique très difficile, il y a des tas de challenges, comme on dirait. Un peu plus loin, l'essentiel pour moi, pour Igor Evgenievitch, alors c'est comme ça qu'on s'exprime, Igor Evgenievitch, c'est Igor Tam, son maître de Moscou. Et pour les autres collaborateurs du groupe, c'était la conviction intime que ce travail était indispensable. Mais cette attitude, elle n'est pas uniquement rationnelle. Voici ce que nous dit Sakharov. À l'époque, nous ressentions tout cela sur le plan plutôt émotionnel. Une force de destruction monstrueuse, les énormes efforts nécessaires à sa fabrication, les moyens financiers qu'on arrachait à un pays misérable, affamé, ruiné par la guerre, les pertes humaines dans les industries dangereuses et dans les camps de travaux forcés, tout cela aiguisait le sentiment du tragique. Obligé à penser et à travailler de telle sorte que toutes ces victimes, supposées inévitables, ne soient pas vaines. Ce sentiment devint encore plus violent quand nous fûmes à l'installation. Une véritable psychologie de guerre nous obsédait. Sakharov a fait un travail secret sur la bombe, mais il était connu et reconnu. En 1950, alors là, les motivations de Sakharov, voilà. En 1953, après la réussite de l'essai nucléaire, à seulement 32 ans, il est élu à l'Académie des sciences. C'est le plus jeune académicien jamais élu, Sakharov. D'après ce qu'on dit, bon, je ne sais pas s'il y en a eu depuis, mais 32 ans, Académie des sciences. La même année, c'est une position très importante en URSS, l'Académie des sciences. Ça donne. D'ailleurs, quand on parle de Sakharov, on dit l'académicien Sakharov. Même quand il va prendre la défense des dissidents, on dit l'académicien Sakharov. C'est-à-dire, on donne son titre. C'est un titre très important. Donc, il est élu à l'Académie des sciences. La même année, 53, il reçoit le prix Staline. 66, le prix Lénine. Et surtout par 3 fois, alors ce qui est extrêmement rare, une vingtaine en URSS, la grande distinction soviétique qui est le prix du travail socialiste. Il le reçoit en 53, 55 et 1962. Sakharov, d'ailleurs, il écrit dans ses mémoires, il rencontre plusieurs fois Khrouchtchev, il critique peu Khrouchtchev dans ses mémoires. Alors, c'est pas la même chose pour Brejnev. Il aime beaucoup moins Brejnev que Khrouchtchev.
Il assistait à des réunions avec Khrouchtchev sur les programmes nucléaires, évidemment. La prise de conscience de Sakharov, elle commence à la fin des années 50 et surtout au début des années 60, avec un intérêt qui commence à porter sur les conséquences et les dangers, pas de l'arme nucléaire, ça on le savait, mais des essais dans l'atmosphère. Et le tournant dans son évolution politique, ça va prendre forme en 1968, avec l'écriture d'un long article intitulé « Réflexion sur le progrès, la coexistence pacifique et la liberté intellectuelle ». Il écrit plusieurs choses, mais celui-là, c'est un texte qui fait à peu près 30 pages dans sa traduction française. Ce texte va circuler, alors comme toujours, en URSS, clandestinement. En juillet, la traduction est publiée dans un journal hollandais. Ça va. Mais une douzaine de jours plus tard, alors, elle est publiée in extenso dans la traduction américaine dans le New York Times. Alors là, ça va plus. Suite à la publication américaine, dont on pense que Sakharov n'était pas l'initiateur, ça avait circulé, elle est traduite, mais alors les Américains, ils la publient, parce que Sakharov, il dit des choses intéressantes quand même, en disant qu'il y a eu des propositions américaines d'arrêter certains essais, etc. Donc, d'ailleurs, on lui reprochera ensuite d'avoir soutenu un peu les États-Unis, vous voyez ça. Mais il ne soutenait pas les États-Unis, il soutenait le fait qu'il fallait avancer un petit peu dans ce domaine. Et donc là, alors là, il est immédiatement, et ça on peut s'y attendre, exclu des recherches militaires. Il est renvoyé immédiatement de l'installation. Immédiatement, il est exclu, il est renvoyé, il retourne à Moscou. Et il retourne à Moscou en physique théorique fondamentale. Il retourne à l'Institut Lebedev. Bon, Zeldovitch, ça n'arrange pas trop, parce que c'était lui le directeur à l'époque. Il va voir revenir Sakharov, qui commence à militer, etc. Mais bon. Et donc, il va s'installer à Moscou. En mars 1969, Klava, son épouse, décède d'un cancer. Et là, la vie de Sakharov, qui est revenu à Moscou, qui s'est remis un peu à la physique, va commencer à s'accentuer et à changer. Et ce qui va beaucoup changer dans sa vie, c'est qu'il va rencontrer Elena Bonner, dans les années 70, et d'autres militants qui défendaient les dissidents soviétiques. Et d'ailleurs, il va épouser Elena Bonner, alors décès de Klava, il va épouser Elena Bonner en 1972. Alors Elena Bonner, c'est une militante. Alors je ne vous parle pas de cette partie-là, je vous donne juste 2-3 points pour finir sur Sakharov. C'est une militante de défense des droits de l'homme. Elle va jouer un très grand rôle dans la vie, et tout particulièrement dans le développement de la vie politique et le soutien aux dissidents que va entreprendre Sakharov. En 1975, Sakharov est lauréat du prix Nobel de la paix. En janvier 1980, il est arrêté suite à ses protestations publiques contre l'intervention soviétique en Afghanistan. Alors, il est intervenu plusieurs fois en public pour soutenir des dissidents, mais là, on considère qu'il se mêle de politique soviétique. Et donc, il est arrêté. Il est envoyé en exil à Gorky. C'est une ville interdite aux étrangers, mais c'est pas un camp de travail, Gorky. Il est dans un petit appartement à Gorky, où le KGB, dès qu'il sort, il visite son appartement, il fouille, etc. Il n'a plus de téléphone, mais alors, il ne comprend pas pourquoi on lui laisse sa voiture, par exemple. Ça, c'est un truc... il soupçonne que c'est pour mieux le voler dans sa voiture. Enfin, mais je veux dire, on lui laisse sa voiture. Alors, il n'a pas le droit de sortir, il peut aller un petit peu autour de Gorky, et donc il va rester à Gorky jusqu'en décembre 1986, donc près de 7 ans. Et donc, sur l'intervention de Gorbatchev, qui est arrivé au pouvoir, là, Sakharov a écrit plusieurs fois à Gorbatchev pour protester, etc., sur les conditions et tout. Donc, Gorbatchev, alors ça c'est assez curieux, le passage, Gorbatchev, je vous raconte la petite anecdote pour finir, mais elle est amusante dans les mémoires. Un jour, c'était en décembre 86, il y a des gens qui viennent leur installer le téléphone. C'est comme ça, l'Union soviétique. Un soir, ils viennent installer le téléphone parce que demain, vous allez avoir une communication importante. Évidemment, il faut avoir le téléphone. Alors, ils attendent le matin, la communication n'arrive pas, puis à 3h l'après-midi, c'est Gorbatchev qui téléphone personnellement à Sakharov pour lui annoncer qu'il peut retourner à Moscou. Donc, il retourne à Moscou et finalement, il décède à Moscou le 14 décembre 1989. Alors ça occupe
toute cette vie de Sakharov qui est plus connue que celle dont je viens de parler. Avec Édouard Teller et Andrei Sakharov, nous venons de voir deux exemples de physiciens engagés pendant de longues années dans le développement des armes nucléaires et tout particulièrement de la bombage. Alors ça, c'est une photo assez rare, c'est la seule d'une brève rencontre en 88 entre Teller et Sakharov. Alors Teller est très déçu, non pas de Sakharov, il aime beaucoup Sakharov, Teller, hein, il en dit beaucoup de bien, simplement ça a duré 10 minutes, c'était médiatique, hein, plein de photos, etc. Il n'a pas eu le temps de parler à Sakharov, et quand il a parlé un peu à Sakharov, c'est pour lui dire qu'il était contre la guerre des étoiles. Hein. Donc, si vous voulez, c'était pas... Il est un peu déçu, parce que il aime bien, Teller aime bien Sakharov. Alors la prochaine fois, ce sera ma dernière intervention, donc le 24 mai, donc ici, je vous proposerai alors l'autre face, alors cette fois-ci avec des exemples de scientifiques opposés à l'arme nucléaire. J'ai prévu quelques-uns, je ne sais pas si je les ferai tous, hein, aperçus sur quelques engagements pacifistes, Joseph Rotblat et la naissance du mouvement Pugwash, le manifeste Einstein-Russell de 1955, Linus Pauling, qui a été lauréat du prix Nobel de chimie en 1954 et de la paix en 1962. Merci de votre attention.